Bonjour à tous les amis, bienvenue sur le podcast After Fight. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours en compagnie de Majid. Majid, comment vas-tu? Je vais très bien, Melki, et toi, comment tu vas? Ça va, je te remercie. Aujourd'hui, on a l'honneur, la chance et le privilège d'avoir avec nous Guillaume Pelletier, manager. Guillaume, comment vas-tu? Ça va très bien les gars, merci beaucoup, merci à vous pour l'invitation, c'est un plaisir d'être avec vous les gars. Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore sur notre chaîne? Alors moi je m'appelle Guillaume Pelletier, donc je suis un Français expatrié en Bulgarie depuis maintenant presque 10 ans. Lorsque je suis arrivé en Bulgarie, j'ai commencé à créer donc la fameuse Bulgarian Top Team en commençant à manager donc quelques combattants bulgares. Et voilà, à la suite de quelques connaissances françaises, j'ai commencé à m'occuper de combattants français jusqu'au résultat aujourd'hui où on a quelques combattants à l'UFC et dans les plus grandes organisations mondiales, quoi. Pourquoi, j'ai une question, pourquoi t'être expatrié en Bulgarie? Est-ce que c'est une question, est-ce que c'est une raison personnelle ou professionnelle? Pourquoi tu n'as pas Je, été manager en France? je vais te répondre très sincèrement, c'est une question sentimentale. Ma femme est bulgare et voilà, après avoir visité la Bulgarie, j'ai trouvé que c'était ce qui me correspondait en qualité de vie, en plein de choses, tu vois. Donc, j'ai franchi le pas, hein, ce qui est pas évident, hein. Si tu veux déménager dans un pays étranger, c'est pas, surtout la Bulgarie, c'est pas très touristique. Mais voilà, moi, j'y ai trouvé mon bonheur et je suis là depuis 10 ans et très heureux et pas prêt de bouger, quoi. Et D'accord. Et comment justement, comment l'idée elle te vient de créer ta société de management de combattants? Je veux dire, comment tu arrives à un moment donné de ta carrière, parce que tu es un ancien combattant, il faut le rappeler, à te dire, bon, là, je vais peut-être partir sur autre chose, je vais me mettre au management, je sens que j'ai quelque chose pour gérer les combattants. Comment ça te vient cette idée un petit peu? Alors en fait, moi, je suis arrivé donc en Bulgarie avec un bagage de pieds-points, tu vois, de mon niveau modeste, je dirais. Et c'est vraiment ce qui manque ici aux combattants bulgares. Ils sont très peu axés striking, très lutteurs, tu vois. Et donc en tournant un petit peu avec eux, ils étaient intéressés pour que je commence à m'occuper d'eux en termes de striking. Donc j'ai commencé à coacher certains combattants bulgares. Je suis parti donc en Russie avec eux, etc. Enfin là où ils avaient des combats. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer des contacts. Tu sais, à force de toujours se déplacer aux mêmes endroits, tu sais, on fait des connaissances. Après, les matchmakers commencent à te poser des questions, si tu as d'autres combattants, etc. Et puis, voilà, j'ai développé une fibre, tu sais, un peu marketing, etc. Et voilà, c'est un métier qui me plaisait. Je me suis trouvé à l'aise là-dedans. Voilà, j'ai décidé de rentrer dans la brèche et voilà, ça a commencé comme ça. D'accord. Et les débuts, justement, tu sais, quand on commence un nouveau projet, il y a certaines appréhensions. Est-ce que pour toi, au départ, c'est un peu difficile ou alors tu es directement rentré dans le bain et tu as eu quelques combattants qui sont arrivés directement? Tu sais, ça c'est la problématique aujourd'hui et c'est peut-être la raison pour laquelle en France il y a très peu de managers. C'est qu'en fait le début, jusqu'à ce que tu rentabilises et que tu puisses en vivre, c'est extrêmement difficile. Tu vois, en toute franchise, hein, j'ai dû passer peut-être 2 ans à être quasi bénévole en fait, tu vois. Et en fait, je m'étais dit, ça va durer comme ça encore 2 mois peut-être, et si je n'arrive pas à rentabiliser, il faut arrêter parce qu'au bout d'un moment, tu sais, on a tous une famille à nourrir, des enfants. Et j'étais très proche, hein, sincèrement, de laisser tomber parce que voilà, c'est beau d'aider les gens, en fait, tu vois, mais comme je te dis, au bout d'un moment, il faut aussi faire un petit peu d'argent. Et donc voilà, pour répondre à ta question, les débuts, c'est toujours extrêmement dur. Et c'est la raison pour laquelle je pense qu'aujourd'hui, dans les nouvelles sociétés de management qui ouvrent, bah, tu sais, la plupart, en fait, vont fonctionner pendant 2, 3 ans et après vont laisser tomber parce que c'est extrêmement difficile. C'est très, très, très difficile. Tu sais, en plus, c'est très peu démocratisé. Tu sais, à l'époque, il y avait toujours l'image du manager un peu, tu sais, comme dans Rocky, tu vois, tu sais, un peu, voilà, corrompu, etc., très intéressé par l'argent. Et tu sais, quand j'ai débarqué dans le milieu français il y a 7 ans environ, et que je me présentais en tant que manager, personne ne savait ce que c'était. Tu sais, à l'époque, il n'y avait pas encore une seule société française de management, tu vois. Donc c'était compliqué.
Et puis voilà, je n'ai pas lâché. J'ai travaillé avec des combattants très talentueux qui combattaient pour des sommes plus que raisonnables, notamment Malik Merad. C'est le premier Français avec lequel j'ai commencé, un Lyonnais. Et voilà, comme je te dis, j'ai pas lâché, j'ai continué, mais effectivement, les débuts sont très compliqués. Et par rapport aux combattants, toi, comment justement tu t'adaptes pour tout ce qui est démarchage, pour trouver de nouveaux talents, de nouveaux prospects? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu as une technique particulière pour pouvoir avoir des combattants? Alors en fait, aujourd'hui, on a mis en place un système assez unique en Europe. En fait, on fait des détections en Bulgarie, dans ce qu'on appelle les fameux BTT Training Camp. Et donc, voilà, chacun est invité à montrer ce qu'il sait faire et pourquoi pas se faire remarquer. Et les plus talentueux d'entre eux repartent avec un contrat de management à la BTT. Donc c'est vrai que ça fonctionne très très bien, hein. Par exemple, l'année dernière, il me semble qu'on avait entre 30 et 40 jeunes athlètes français qui se sont déplacés donc de France en Bulgarie juste dans le but de signer un contrat de management, quoi, tu vois. Donc voilà, aujourd'hui on recrute de cette manière. C'est un fonctionnement qui nous plaît. Le fait que les gars se déplacent jusqu'en Bulgarie, ça en dit aussi très long sur leurs intentions. Donc voilà, on fonctionne de cette manière. Maintenant, le recrutement se fait exclusivement via les BTT Training Camp. Et au niveau des organisations, je sais que tu as plusieurs combattants, tu l'as dit tout à l'heure en préambule, que tu avais plusieurs combattants dans toutes les organisations, notamment le top 10 mondial. Aujourd'hui, ta relation avec les organisations, comment tu t'organises par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des contraintes particulières? Je vais te poser la question notamment sur la plus prestigieuse, l'UFC. Aujourd'hui, ta relation avec l'UFC, comment elle a démarré aujourd'hui? Où en es-tu avec eux? Ma relation avec l'UFC, bah tiens, regarde, je vais te dire les choses très clairement. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup et qui est un petit peu mon père spirituel du MMA, j'ai envie de dire, Monsieur Daniel Warin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un entraîneur très célèbre qui a coaché des grandes stars internationales. Et c'est lui qui m'a donné le contact, en fait. On se connaît depuis des années. Et voilà, donc au début, en fait, j'avais juste le contact des matchmakers de l'UFC. Mais disons que j'avais dans l'effectif personne de vraiment prêt et façonné à rejoindre l'UFC, donc je le gardais juste au chaud en attendant. Et puis voilà, et puis après j'ai compris que l'UFC avait cessé de recruter des combattants, tu sais, 6 mois à l'avance et les faire combattre un petit peu plus tard. Aujourd'hui, malheureusement, la seule façon de rejoindre l'UFC, c'est via un remplacement, un short notice. Ça fonctionne uniquement que comme ça. C'est compliqué, c'est triste, ce ne sont pas les meilleures conditions, mais ça fonctionne que comme ça. Et un contact que j'avais à Abu Dhabi m'a dit qu'un combattant à 70 kilos venait de se blesser. Et j'en ai profité pour présenter le profil de Fares Ziam. J'ai poussé pas mal parce que tu sais, c'est le genre d'information qui va très vite en fait. Tu sais, je me suis rendu compte que l'UFC, dès lors qu'il y a une personne qui se blesse, ça se compte en minutes. Tu sais, 10 minutes plus tard, tu as la moitié de l'Europe qui est déjà au courant, tu vois. Donc, il a fallu pousser, il a fallu sortir des arguments. Tu sais, c'est un peu aussi du commerce, hein, tu sais, il faut avoir les arguments, il faut savoir vendre les combattants. Les combattants, du coup, en échange, doivent aussi te donner de la performance. Tu vois, Fares avait fait de jolies choses. Il avait de jolis highlights à vendre via YouTube, etc. Donc, voilà, les contacts se sont faits comme ça. Depuis, on a la chance d'entretenir une très très bonne relation avec le matchmaker, donc qui s'occupe des 61 kilos jusqu'aux 77, en ayant rentré donc Benoît Saint-Denis à l'UFC. Et on a failli, on était vraiment à un cheveu d'avoir un combattant sur la carte de demain en Angleterre, un autre combattant justement à 77 sur cette carte. Ça s'est joué à très très peu. Ouais. Donc aujourd'hui, la relation est bonne, plutôt très très bonne. À l'heure actuelle, tu manages combien de combattants? Alors, on est presque 50 combattants à la BTT, mais disons que je les manage pas tous moi en fait. Aujourd'hui, j'ai la chance, et c'est vraiment la chance, de travailler avec quelqu'un qui était à la base, qui travaillait, on peut dire, pour moi, et qui vraiment maintenant travaille avec moi en fait. C'est vraiment quelqu'un qui a fait du super taf, donc qui s'appelle JB, donc Jean-Baptiste, ouais, qui m'aide énormément, et donc on a 50 combattants pour 2 managers. Et pendant cette période, tu sais, on sort entre guillemets d'une période de pandémie qui a duré assez longtemps. Comment tu as réussi à gérer cette crise de combat pendant cette crise de Covid aussi?
Bah nous, disons qu'on a été très chanceux parce qu'on a donc 13 combattants qui sont en contrat avec le Brave. Le Brave, donc la fameuse organisation au Bahreïn. Et disons que c'est la seule pendant la pandémie qui a continué à fonctionner. Donc en ce qui nous concerne, on a eu un roulement de combat assez fréquent et assez régulier. On n'a pas souffert vraiment de la pandémie. Mais c'est vrai que pour les jeunes combattants, par contre, en devenir, qui avaient besoin de combats dans des organisations intermédiaires, etc., c'était beaucoup plus compliqué parce que pour tout ce qui est orga avec des moyens limités, voilà, ça a été une période extrêmement compliquée, effectivement. Ouais. Et toi, on a parlé des combattants, de tout ce qui était démarchage, tout ce qui était gestion de combattants. Aujourd'hui, je pense pas que peut-être que ça doit t'arriver assez souvent, comment tu mets un terme à une relation avec un combattant? On essaye toujours, si ça doit se faire, que ça se fasse dans une entente cordiale. Ça, c'est vraiment la base. Maintenant, nous, en tant que manager, on a aussi des critères, parce que des critères, les combattants en ont, on se doit aussi, nous, d'en avoir. Parce qu'un combattant qui, lui, ne combat pas suffisamment régulièrement ou qui n'a pas le genre de match-up qu'il souhaiterait avoir, dans la morale, on peut dire qu'il a le droit de quitter son manager. Donc du coup, nous, en tant que management, on peut se permettre aussi d'imposer certaines règles. Et la règle principale, ça reste le respect, tu vois. Les résultats sont aussi importants. Tu sais, un combattant, malheureusement, qui enchaînerait les défaites, c'est un combattant qui est difficile à manager aussi, parce que tu sais, la base de notre sport, ça reste quand même le résultat, même si c'est très cruel. Tu sais, souvent, j'entends les gens dire que c'est un peu dur, je suis tout à fait d'accord, mais c'est la base même du sport, tu sais, c'est les résultats aussi, tu vois. Donc on se doit aussi d'avoir des combattants qui performent. Et parfois, on peut aussi se séparer pour des raisons de vision différentes. Tu sais, parfois, les gens évoluent, voient les choses différemment. Tu sais, à la base, un combattant fait appel à nous, en fait, pour développer sa carrière sportive. Donc, si le combattant, on commence à lui donner des conseils dans sa carrière sportive et qu'il nous contredit dans chacun de nos arguments, tu vois, il semblerait qu'on est en train de prendre des voies totalement différentes et parfois, il vaut mieux mettre un terme à la relation et rester en bon terme plutôt que de continuer et que ça finisse sur une grosse dispute, tu vois, ça n'en vaut pas la peine. Donc voilà. Pour en revenir à toi, il n'y a pas très longtemps, j'ai pu voir sur les réseaux que tu as fait un combat. Mhm. Ça, c'est Guillaume Pelletier, combattant en plus de manager. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce projet? Est-ce que c'est quelque chose vraiment qui est au fond de toi et tu as besoin d'aller sur le ring pour te défouler, ou c'est parce que tu aimes faire ça? Enfin, Disons que ça, en fait, ça n'était pas du tout prévu, mais vraiment, vraiment pas prévu. En fait, à la base, c'est mon combattant poids lourd, donc Rouskov Domingos, qui devait combattre au Megdan, d'ailleurs là où il a battu la légende du MMA Bigfoot Silva. Donc cet événement voulait organiser une soirée réservée au bare knuckle, donc à la boxe sans protection, sans les gants. Et donc ils ont fait appel à Quentin, qui maintenant est en passe de devenir une petite star là-bas en Serbie, hein, après avoir battu Bigfoot. Et le promoteur est un très très bon ami et il respecte beaucoup mon travail. Tu sais, dans les pays comme la Serbie, la Bulgarie, très peu sont les combattants qui ont la chance d'être à l'UFC, etc. Les managers qui travaillent avec l'UFC, etc. Donc j'ai une cote de popularité en Serbie qui est correcte et lui en fait voulait vraiment que je fasse partie de l'événement et m'a proposé ça. Et donc pour répondre à ta question, ouais, c'est vraiment quelque chose, en fait, quand il me l'a proposé, ça s'est fait naturellement. Je me suis dit que c'était un défi qui était sympa, tu vois. Moi, je tourne régulièrement avec mes combattants, avec mes athlètes. J'aime ça. Quand on fait les camps en Bulgarie, je tourne avec les gars. Ouais, c'est quelque chose que j'ai aussi encore en moi et que, voilà, quand il m'a proposé ça, je l'ai vu comme une sorte de défi. Et voilà, pourquoi pas. Pourquoi pas. Après, c'est pas une expérience à reproduire non plus trop souvent parce que j'ai pu, comment dirais-je, j'ai pu constater que ça pouvait être aussi un frein dans mon travail parce que, disons, tout combat mérite une préparation adéquate. Donc, je me suis vraiment préparé comme un athlète de haut niveau, comme un professionnel. Et en fait, j'ai aussi pu me rendre compte le temps que ça prend, quoi, tu vois. 2 entraînements par jour, la fatigue, les mots MAUX, tu vois.
C'est compliqué, c'est dur et c'est dur finalement d'associer en fait une pratique de haut niveau avec un travail à côté en fait. Donc c'était aussi une expérience très intéressante pour justement constater la problématique des combattants de devoir associer un travail avec des entraînements de haut niveau quoi. Mais c'était cool, mais c'était vraiment ouais. C'était cool à regarder aussi le C'était cool. En fait, j'étais très, excuse-moi si je t'ai coupé, j'étais très stressé en fait dans le sens où à la base je devais avoir un adversaire qui avait justement une expérience dans le bare knuckle, qui avait 5 combats, 5 victoires en bare knuckle, tu vois, quelqu'un de très fort, un Serbe très très fort. Et malheureusement il se blesse. Donc en fait si tu veux, moi j'ai accepté le combat comme écoute, j'ai rien à perdre, ça va être cool, je vais montrer ce que je sais faire. Normalement sur le papier je dois perdre, mais je peux que surprendre en fait, tu vois. Et finalement, en fait, le gars se blesse ou enfin, je sais pas pourquoi il a annulé. C'était genre une semaine avant. Donc du coup, j'ai pris un combattant en short notice, mais en toute franchise, on va pas se mentir, qui était pas du tout au niveau, qui était pas du tout entraîné. Et en fait, ça a changé la physionomie du combat en mode, bah là, t'as pas le droit de perdre en fait. Même s'il touche, ça va être la honte parce que les gens vont faire que de parler en fait, tu vois. Et finalement, tu vois, tu comprends cette problématique. C'est aussi cool en tant que manager d'être confronté à ce genre de problème personnellement parce que je me suis dit, bah ouais, en fin de compte, combattre un mec qui est pas forcément très fort, bah ça paraît beau sur le papier parce que tu vas gagner, mais au final, dans la tête, c'est pas un cadeau parce que tu te dis que finalement, t'as plus le choix. Maintenant, tu dois gagner, tu vois, t'as pas le choix quoi. Et on a oublié de signaler, Guillaume, information très importante, tu es le premier Français à avoir gagné un combat bare knuckle, qui est un combat, un style de combat à main nue, qui est originaire des États-Unis. Là, tu l'as fait au Megdan Fighting, qui est une organisation serbe. Tu es quand même le premier Français de l'histoire à avoir gagné un combat de bare knuckle. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vrai. Ça fait bizarre de le dire, mais effectivement, si on parle en termes de statistiques, ouais, je suis le premier Français à avoir gagné en bare knuckle professionnel, effectivement. Ouais. On va arriver à un moment de l'interview où toi, Guillaume, je sais que pour toi, l'humain, ça occupe une place centrale dans tes principes de fonctionnement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu n'as pas peur dans ta relation avec les combattants que l'humain prenne le dessus et que tu sois justement déçu? Je te prends juste le petit exemple. Tout à l'heure, tu as parlé de Fares Ziam. Aussi que tu as été déçu de vous être séparés. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, un peu sur cet aspect-là? Alors, ça va être la première fois du coup que je vais m'exprimer publiquement, tu vois, à ce sujet. C'est un sujet qui ne me dérange pas du tout à aborder, hein, parce que voilà, on se doit franchise et il y a de toute façon rien à cacher. Tu me parlais de déception. En fait, ça a même pas été une déception, ça a été un déchirement en fait, tu vois. J'ai extrêmement souffert de la séparation avec Fares et tu vois, et je n'ai pas à le cacher, je n'ai pas à faire comme si ça ne m'avait pas touché, tu vois. Ça a été une douleur énorme parce qu'en fait, quand tu emmènes quelqu'un de ses débuts dans le sport professionnel jusqu'à l'UFC, en fait, comment dirais-je, dans une vie parfaite, dans un monde parfait, tu te dis que le combattant va être reconnaissant jusqu'à la fin de ses jours du travail que tu as fourni pour lui, tu vois. Sauf que dans la vraie vie, tu sais, c'est autre chose. Tu sais, d'un côté, il y a les contes de fées et de l'autre côté, il y a la vraie vie, tu vois. Et j'ai été confronté à la vraie vie et c'est vrai que ça a été une chose à laquelle j'étais pas préparé, en fait. J'étais vraiment pas préparé pour tout te dire. Lorsqu'il m'a appelé pour m'annoncer ça, en fait, ça a été une grosse incompréhension parce que, en fait, il n'y a pas eu de justification. En fait, si tu veux, la seule justification, ça a été, je suis très reconnaissant, tu as fait un excellent travail, je n'ai rien à te reprocher. Mais je pars parce que je vais partir aux États-Unis, etc. Tu vois. Et en fait, moi, la réaction que j'ai eue, c'était l'incompréhension parce que pour moi, la distance ne justifie pas forcément une séparation. Tu sais, je fais un excellent travail avec un combattant qui est justement américain. Tu vois, un poids lourd qui est champion de l'organisation russe, l'ACA. Et on fait un excellent travail à distance et ça se passe très, très bien, tu vois. Mais voilà, je pense aussi que Fares n'a pas voulu me vexer, du coup ne me l'a pas dit, mais je pense qu'il avait envie d'évoluer dans sa carrière et donc certainement aussi d'être avec un manager qui pèse beaucoup plus lourd, tu vois. Et c'est quelque chose que je peux
comment dirais-je, comprendre, mais je ne peux pas valider en fait, dans le sens où pour moi, la carrière sportive dépend juste d'une seule chose, c'est la performance en fait, tu vois. C'est la performance, et je le répète à tous mes athlètes tout le temps, pour moi, c'est la performance qui va t'ouvrir certaines portes en fait, tu vois. Et je pense que c'est une erreur sportive de penser qu'avec avec certains managers, pardon, les portes sont plus faciles à ouvrir en fait, tu vois. Je pense que si tu gagnes tes combats de la plus belle des manières et si tu mets des KO, t'as pas besoin de travailler avec le meilleur ami de Dana White pour avoir des bons match-ups, tu vois. Je pense que, enfin, tu vois, je peux me tromper, hein, ça c'est que mon avis, mais encore une fois, je le répète, ma mentalité à moi veut que seule la performance sportive parle. D'accord. Ben, c'est bien parce qu'au moins tu as pu éclaircir certains points que d'autres n'avaient pas. Je pense que c'était un petit peu un sujet qui était d'actualité, notamment après les dernières performances de Fares. Aujourd'hui, dans ton organisation, ta société, la BTT, Est-ce que je peux rebondir? Je suis sincèrement désolé de te couper. Est-ce que je peux rebondir par rapport à ça? Je voudrais rebondir parce que c'est aussi là où j'ai compris que j'étais un peu loin de la mentalité du MMA et je veux pas dire que c'est la France, c'est peut-être le monde en général, mais en fait à la défaite de Fares, disons qu'il y avait mon anniversaire il y a 10 jours, tu vois, et j'ai reçu moins de messages pour mon anniversaire que après la défaite de Fares, tu vois. Après la défaite de Fares, j'ai reçu énormément de messages. Et peut-être que dans la tête des gens, il aurait fallu que je sois heureux que Fares perde, tu vois. Sauf que ça n'était pas du tout le cas. Tu sais, quand Fares combat, c'est aussi une petite partie de moi qui combat parce que j'ai grandement participé à ce que Fares soit aujourd'hui à l'UFC, tu vois. Et s'il devait être licencié de l'UFC, c'est un peu de mon travail aussi qui est mis en l'air. Donc c'est tout ce que je ne souhaite pas. Et tu sais, tout à l'heure, je te disais que j'avais été blessé par le fait qu'on se soit séparés, tu vois, parce que ça a été extrêmement dur, hein, tu sais, pendant quelques jours, je me suis posé énormément de questions. Mais à la limite, j'aurais préféré que Fares gagne, tu vois. Parce que si Fares gagne, je me serais dit, bah tiens, il a fait les bons choix. Tu vois, il a fait les bons choix, il a eu raison, tu vois. Mais en plus, le fait qu'il perde, je me suis dit, peut-être que la priorité n'était pas la bonne, tu vois. Encore une fois, on parle de performance sportive, tu vois. Mais tout ça pour te dire que voilà, je me suis pas ravi de la défaite de Fares, comme peut-être certains l'auraient fait à ma place, tu vois, mais pas du tout, parce que je tiens à dire quelque chose qui est important, il faut aussi resituer le contexte. Fares est vraiment parti, je dirais, comme un prince de la BTT, et je vais m'expliquer pourquoi. En fait, je travaille avec un avocat qui lui, m'a beaucoup tapé sur les doigts sur ma façon de travailler. En fait, par le passé, j'ai été très naïf. Et en fait, je pensais que, tu sais, il y avait ce côté famille quand on travaille ensemble et que justement, jamais un combattant va vouloir partir parce qu'on fournit beaucoup de travail et qu'on se donne à 100% pour lui et qu'on ne serait jamais confronté à ça. Et du coup, mon avocat a jeté un coup d'œil au contrat que j'avais avec les combattants et m'a dit, Guillaume, il faut pas du tout travailler de cette manière parce qu'un jour, tu vas y être confronté et ce jour-là, tu n'auras plus que tes yeux pour pleurer parce qu'en fait, tout le travail que tu as fourni, en fait, le combattant va partir et t'auras rien à dire, en fait, tu vois. Donc, en fait, dans le cadre de Fares, par exemple, il était tenu par un contrat qui était solide, qui était fait par un avocat, tu vois. Et Fares, je dirais comme un homme, tu vois, parce qu'il faut quand même le souligner. Fares a voulu discuter indemnité, tu vois, savoir comment on pouvait s'arranger pour qu'il quitte la team, tu vois. Donc c'est important aussi de le souligner, c'est il est parti comme un homme parce qu'il aurait pu tenter de s'échapper comme ça et de ne plus répondre au téléphone. Au contraire, il a souhaité faire les choses bien, parler d'indemnité. Voilà, donc on s'est quitté en excellents termes, voilà, en très 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 bons termes. Et je lui souhaite le meilleur pour la suite. Et voilà, mais je t'avouerai que moins de séparation on a et mieux c'est, effectivement, effectivement. Ouais, nous, en tout cas, particulièrement, on peut comprendre ton point de vue parce que on sait que c'est toujours déchirant, notamment quand on a une relation qui va au-delà même du sport, parce que vous avez une relation étroite, il y avait une certaine amitié qui s'était nouée pendant ces années de relation. Donc, ton point de vue, nous, on le comprend totalement. Aujourd'hui, quand on regarde un peu dans l'avenir de la BTT, on a des combattants comme Carla Moussou ou encore Benoît Saint-Denis
qui notamment combat à l'UFC, qui est jeune et qui a performé malgré la défaite dans son premier combat. Aujourd'hui, jusqu'où tu peux voir les combattants de la BTT? Quels sont les combattants de demain qu'on pourrait voir très haut? En fait, si tu veux, lorsque je vais revenir sur Fares, quand il a quitté la BTT, on m'a envoyé un screen d'un commentaire qui disait sale temps pour la BTT, Fares qui est parti, etc. Tu vois. Mais en fait, tu sais, nous, on continue notre travail. Tu sais, la BTT, elle ne s'est jamais aussi bien portée. Tu sais, on a beaucoup de combattants en devenir, on a beaucoup de jeunes à très très fort potentiel. Sauf qu'aujourd'hui, personne ne les connaît, donc les gens ne peuvent pas se rendre compte. Mais on prépare déjà l'avenir. Tu sais, on a signé sur le dernier camp des athlètes de moins de 18 ans, tu vois, de 16 ans. Et sur ces 3 athlètes qu'on a signés, on a 2 athlètes qui combattent très régulièrement au niveau amateur et en fait qui gagnent tout ce qu'on peut gagner au niveau amateur. Tu vois, on a déjà des futurs tueurs, en fait, on est déjà en train de préparer l'avenir. Et comme tu l'as cité, donc on a eu la signature de Benoît Saint-Denis. Ce qui est important à signaler, c'est que Benoît Saint-Denis doit combattre au mois de mai. Donc je vais vous donner une exclusivité parce que je vous aime bien. Il combattra donc le 14 mai, d'accord, à l'UFC. Mais en fait, le gros problème que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que on a entrepris de descendre de catégorie, donc de descendre en lightweight, en 70 kilos. Et en fait, on n'a que des refus. On n'a que des refus. On est là au 2e refus. Donc là, on vient de nous proposer un 3e nom pour Benoît Saint-Denis. Donc voilà, il faut croire que Benoît, quand même, a marqué les esprits avec sa prestation, parce que quand même, il a affronté un top 15. Et je trouve que la prestation de Benoît est très honorable. Après, on peut en discuter. Je sais qu'elle a vraiment fait débat. Moi, je trouve que Benoît était vraiment bien dans ce combat, que ça a tourné à peu de choses. Il a été touché salement, ce qui a été le coup marquant du combat. Mais selon moi, il prend la première reprise, tu vois. Et s'il ne se fait pas toucher salement comme ça, peut-être que Benoît est très proche du niveau top 15 chez les 77. Donc, qu'est-ce qu'il va en être chez les 70 ? Tu vois, je pense que Benoît, à 70, il va être extrêmement fort. Pour rebondir sur un autre nom, donc tu parlais de Karl Amoussou. Donc, j'en profite avec les exclus pour vous dire que justement, c'est Karl qui était vraiment à un cheveu de signer à l'UFC à Londres pour demain. Donc, on était en contact très avancé parce qu'il y a eu une blessure sur le seul et unique combat à 77 kilos d'un Brésilien qui devait affronter Gunnar Nelson. Donc, le Brésilien s'est blessé. Le matchmaker de l'UFC a proposé le combat à plusieurs 77 qui étaient en contrat, parce qu'encore une fois, pour rejoindre ce que je vous ai dit au début, l'UFC aujourd'hui ne signe plus de combattants longtemps à l'avance. En fait, il signe vraiment s'il y a un short notice à prendre. Mais avant de donner le short notice, il pose la question aux mecs qui sont dans le roster. En fait, ils essaient vraiment de placer quelqu'un qui est déjà en contrat. Et en fait, on m'a fait une offre pour Karl en me disant écoute, je préfère prendre les devants. Voilà ce que je peux proposer à Karl. Je viens de proposer le combat à un dernier mec qui est en contrat avec l'UFC. Si le mec refuse, on y va pour Karl. Donc j'ai été une nuit sans dormir à attendre de savoir si le gars allait accepter. Et donc c'est le fameux japonais qui va prendre Gunnar Nelson qui a accepté de prendre le combat, quoi. Donc s'il ne le prend pas, c'était Karl qui prenait le combat à la place, quoi. Donc voilà où on en est. Donc voilà, on bosse. Pour répondre à ta question, on bosse sur l'avenir. On a des mecs très forts dans toutes les catégories. On est en discussion très avancée aussi pour certains de nos gars qui vont combattre sur le prochain Contender Series de Dana White. Voilà, on prépare l'avenir, on travaille dur. Voilà, tout se passe très très bien pour la BTT. Justement, vu qu'on était dans les exclus, j'ai besoin d'avoir ton avis sur ce sujet-là. On a Amin Ayoub qui a proposé de combattre à l'ARES. Je voulais savoir ton avis sur le combat face à Damien Lapillus. J'ai cru entendre dans des réseaux, dans des chaînes YouTube, que ce combat ne pourrait pas se faire parce qu'il est sur une défaite au Brave, combat qu'il a perdu pour la ceinture. Donc je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de cette décision de l'ARES et est-ce que ce combat, on pourrait le voir parce que nous, en tant que fans du MMA, on a envie de voir ce combat. Et la défaite de Amin Ayoub, sincèrement, elle n'exclut rien à le fait que ce combat il devrait avoir lieu, quoi. Alors pour te répondre, je rêve aussi en tant que fan de MMA de voir ce combat. Je pense que c'est un combat qui est extrêmement intéressant. Je pense qu'il avait aussi une certaine continuité parce que justement Damien Lapillus a déjà perdu par le passé contre un combattant de la BTT, avec Fares Ziam entre autres.
Donc disons qu'il y avait une histoire aussi derrière ça, il y avait quelque chose à construire. C'est un combat que j'aurais adoré voir. On le verra très certainement, mais malheureusement, ce ne sera pas effectivement pour la date en question, celle du mois de juin. Pour les raisons que tu as citées, effectivement, aujourd'hui, Arès a une politique où personne ne peut disputer la ceinture venant d'un rouge. Et c'est une politique que je peux parfaitement comprendre. Tu sais, aujourd'hui, quand on aspire à être une des meilleures organisations en Europe et peut-être une des meilleures dans le monde, il faut établir certaines règles et celle-ci en est une. Après, on peut toujours en discuter si tu veux, parce que en fait, la question est, est-ce qu'il vaut mieux prendre un rouge en défense de titre au Brave ou est-ce qu'il vaut mieux prendre un vert contre un mec qui a 0 victoire et 10 défaites? Tu comprends? Tu sais, il y a aussi ce débat-là, en fait, tu vois. On pourrait prendre ce qu'on appelle dans le jargon une pomme de terre, tu vois, un mec facile, pour se refaire et pour être prétendant à ce combat, tu vois. Mais en tout cas, la politique du rouge, je peux la comprendre. Je peux la comprendre. Quand on veut être une grande organisation, je peux la comprendre. Donc voilà, ça fait partie des règles. Il faut les respecter. Mais voilà, on va faire gagner Amine et ce combat se fera très certainement dans le futur. Il n'y a pas de problème. On a hâte, on a hâte. Et pour ce qui est de la Bulgarie, je voudrais te poser une question sur ça. Quand tu arrives en Bulgarie, quelle est la situation du MMA là-bas? Est-ce que le MMA est légalisé? Est-ce qu'il y a des organisations? Toi, est-ce que tu as déjà des combattants que tu manages ou vraiment tout part de France? Enfin, tes contacts? Alors, notre roster, il est à, je dirais, à 80% composé de Français, effectivement. La situation en fait en Bulgarie est la suivante. Les gars privilégient les compétitions et aussi étrange que cela puisse paraître, les compétitions amateurs. Eux sont très focus sur tout ce qui est sambo par exemple, tu vois. Et en fait, si un gars est booké dans une grande organisation, peu importe, style, je sais pas, KSW par exemple, tiens, ou Ares, on parlait de Ares, qui est une très grande organisation. Bah, un Bulgare, en fait, lui, pourrait annuler son combat de prévu à Arès s'il y a un championnat d'Europe ou un championnat du monde de sambo, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment pour eux la priorité. Ils travaillent de cette manière. Ils privilégient le sambo et le sport amateur aux grandes compétitions professionnelles. Tu sais, il y a juste à faire un bilan, à regarder les statistiques. Il y a très peu de combattants bulgares de très haut niveau qui performent au plus haut niveau, tu vois. Il y en a un seul qui est à l'UFC et qui performe, mais qui habite aux États-Unis. Et tous les autres sont dans des organisations très intermédiaires, tu vois. Donc c'est pour ça, en fait, tiens, je vais rebondir sur un autre sujet. C'est là où tu vois qu'en fait, on n'a pas à rougir, hein, combattants français du niveau français, parce que lorsque nous, on organise nos training camps en Bulgarie, ben, on a certains des meilleurs combattants français. On a Benoît Saint-Denis, Karla Moussou, on a Amin Ayoub, on avait Fares Diab, on a Morgan Charrière. Enfin, tu vois, on a d'excellents combattants. Et lorsqu'ils viennent se mesurer aux combattants des pays de l'Est, donc chez nous en l'occurrence ici, bah, les gars sont dominants dans quasi tous les domaines, quoi. Donc voilà, la situation est celle-ci en Bulgarie, quoi. Le MMA est légal depuis très longtemps, mais j'ai envie de te dire, n'est pas forcément très développé, tu vois, pas très très développé. D'accord. Est-ce que ça serait possible d'avoir des informations aussi? Je sais que tu es le manager de Ilyes Djiroun. Mm-hmm. On l'a eu récemment en interview. C'est un combattant qu'on apprécie énormément. Je voulais savoir s'il y avait un combat de prévu ou quelque chose. Ilyes combattra au mois. Je vais peut-être me faire disputer par Fernand Lopez. Ilyes combattra à Arès au mois d'avril, sur la date d'avril à Arès. Ilyes, c'est vraiment quelqu'un dont j'ai envie de développer. Alors, pas la carrière sportive, parce qu'en fait, Ilyes, c'est un combattant de très, très haut niveau et un des meilleurs dans l'équipe. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il n'est pas, comment dirais-je, respecté à sa juste valeur. Je ne sais pas pourquoi. Il a un problème de reconnaissance dans le milieu du MMA, en fait. C'est très, très, très étrange. Ilyes, sincèrement, c'est un des meilleurs 70 français. Je te mets dans le top 3 sans aucune hésitation. Extrêmement fort. Donc on y travaille et je pense que Arès était en fait l'endroit parfait pour travailler sur sa popularité, sur sa communication. C'est une organisation qui est en plein boom, tout le monde en parle.
Et ils nous ont exposé aussi un très beau projet sportif. Le projet sportif qu'ils nous ont présenté pour Iliès est excellent. Je suis content de travailler avec Fernand Lopez et son bras droit Benjamin Sarfati. La logique voudrait que, étant donné qu'on fait le même travail, on devrait se détester normalement, ce qui est pas du tout le cas. On s'apprécie beaucoup, mais ça c'est en off en fait. Personne n'est au courant, mais on s'apprécie beaucoup. On parle très régulièrement. J'étais encore au téléphone il y a quelques heures avec Benjamin Sarfati. Et je crois en projet de Arès, et je pense qu'on va retrouver beaucoup de combattants de la BTT sur le circuit Arès. Parce que l'organisation est belle, l'organisation est surtout ambitieuse, très très ambitieuse. Donc voilà, je pense que c'est vraiment l'endroit où il faut être à l'heure actuelle, et donc c'est l'endroit où on va retrouver Ilyes Giroun, et donc dans très peu de temps, dans un mois. Super, je suis entièrement d'accord avec tout ce que tu as dit, on a hâte, et c'est parfait que pour nous même, je veux dire, les deux plus gros managers qu'il y a sur le sol français s'entendent et vraiment font avancer le MMA, parce que je pense que c'est le but que vous avez tous commun, c'est de faire avancer le MMA et puis voilà, et puis de faire développer les combattants français, parce que justement, je vais te poser la question aussi, qu'as-tu pensé de la légalisation du MMA français? Qu'est-ce que ça a changé aussi pour tes combattants, pour ta façon de manager? En fait, la légalisation, c'est magnifique. Il fallait de toute façon qu'elle arrive, c'était très important. Aujourd'hui, elle permet en fait de développer des combattants français sur le circuit français, justement, et de les faire grandir, en fait, de ne plus avoir besoin de les envoyer, malheureusement, comme c'était avant, en Allemagne contre l'Allemand archi favori, en Espagne contre l'Espagnol archi favori. Enfin, voilà. Aujourd'hui, ça nous permet en fait de pouvoir faire des match-ups beaucoup plus équilibrés et de prendre beaucoup moins de risques. Donc par rapport aux petits jeunes qu'on a envie de développer, c'est très très bien. Après, je vais avoir un regard un peu critique, mais je retrouve certaines choses qui me posent problème, notamment sur les match-ups. J'ai vu une fight card tout à l'heure d'un événement qui va avoir lieu dans le sud, avec en co-main event un combattant qui a une trentaine de combats avec un record positif, qui va prendre un Portugais, je crois, qui a une victoire pour 10 défaites, tu vois. Et ça, je suis pas fan. Je suis pas fan du promoteur qui fait ça. Je suis pas fan du coach qui fait ça. Je suis pas fan de l'athlète qui fait ça. Et surtout, je suis pas fan de la fédération qui valide ce genre de combat, tu sais, parce que il y a une chose à savoir qui est très importante, c'est que Benoît Saint-Denis, avant de rentrer à l'UFC, il avait l'occasion de combattre en France. On était en négociation avec une organisation française, et donc il devait combattre en France. Et le combat a été refusé par la fédération, qui estimait que Benoît n'avait pas suffisamment de combats par rapport à son adversaire, tu vois. Donc certes, puisque c'est la règle, acceptons-la. Bon, merci. Même si ça a été un scandale pour moi, j'étais révolté, mais bon, puisque c'est la règle, acceptons-la. Mais aujourd'hui, je vois qu'un combattant avec un record positif et 30 combats va affronter la semaine prochaine un combattant qui a une victoire et 10 défaites, tu vois. Donc la légalisation, c'est super. Maintenant, je pense qu'il y a encore des... Tu sais, comme tout, en fait, comme tout ce qui arrive, ça demande du temps, en fait. Ça demande du temps pour que ce soit bien posé, bien structuré, et qu'on retrouve plus ce genre de match-up qui est totalement inutile, en fait, tu vois. Il est utile pour personne, ce combat, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Pardon? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? La santé. La santé, c'est tout ce qu'il me faut, j'ai envie de te dire. Tu sais, moi, si j'ai la santé, je vais continuer mon travail de papa qui veut que je dépose ma fille à l'école à 7h30 le matin. Et ensuite, à 8h, je suis devant mon ordinateur, je commence ma journée de travail. Là, tu vois, on est en train de parler en Bulgarie, il est 22h40 à l'heure actuelle. Je suis toujours en train de travailler. Donc moi, si j'ai la santé, je peux continuer à faire des journées de 15 heures et donc continuer à développer mon équipe et à faire le travail. Donc, j'ai envie de te dire que c'est la seule chose qu'il faut me souhaiter à moi. Voilà. Guillaume, on arrive en fin d'interview. Chez After Fight, on a un petit quiz qu'on appelle le Five. C'est 5 questions à réponse unique et tu réponds comme tu le sens. Okay. Alors, la première, c'est question sentimentale. France ou Bulgarie? Bulgarie. Bulgarie. Ouais, Bulgarie. Fedor Emelianenko ou Mikro Krokop?
Fedor. D'ailleurs, j'ai un combattant de l'équipe qui a combattu son frère. Ah, pas mal. Ouais. Tu es plutôt Samsung ou iPhone? Tiens, pas. Samsung, tu vois ou pas? Tiens, voilà. Alors, on est de la même team. Donc Voilà, ça Samsung. Tu es plutôt Instagram ou Snapchat? Instagram, je n'ai pas Snapchat. D'accord. Ouais, je crois que je suis trop vieux, je crois. 2 ou 3 avancés. On sait que tu as été combattant récemment, donc tu as peut-être eu à faire un régime. Ton repas préféré post-combat? Post-combat. Un truc propre, alors, sushi. Sushi? Ouais. Oh, ça va, C'est propre. c'est une bonne idée, je trouve. Guillaume, alors, le dernier mot de la fin, est-ce que tu as un message à faire passer ou alors tu dis ce que tu penses, si tu as des aveux à nous faire, ce que tu veux, le dernier mot, il est pour toi. Ta carte blanche. Non, un message à faire passer. J'inviterai tout le monde à rester connecté quant aux nouvelles qui vont arriver. On a beaucoup de combats très prochainement, des combats très intéressants, des combats dont j'ai hâte d'être à la date en question, notamment un combat qui opposera Karla Moussou à Abdullah Abdouragimov, notamment. J'ai hâte d'être à cet événement qui va être vraiment extraordinaire. Voilà, juste que les gens restent connectés, que les gens continuent cet amour qu'ils ont pour le MMA. Je vois que le MMA aujourd'hui en France vraiment déchaîne les passions. J'ai l'impression que tout le monde en parle. Donc voilà, pour nous qui sommes acteurs du MMA, c'est un plaisir. Donc restez tous connectés et soutenons-nous les uns les autres. Merci Guillaume. Merci à toi Guillaume pour la présence ce les soir. gars. Ça a été un réel honneur pour nous et un plaisir de pouvoir échanger avec toi. Les amis, n'hésitez pas à donner un maximum de force à Guillaume sur les réseaux, et notamment à la Bulgarian Top Team. Je pense qu'on va les voir de plus en plus nombreux dans de grosses organisations. Merci les gars, merci à vous, c'était un plaisir en tout cas. Merci beaucoup, merci. Guillaume.